Il est disponible dans le groupe, hein, vous le retrouverez. Alors d'abord, bonsoir à tous. Merci de votre présence, merci d'être là ce soir pour ce deuxième partie de la formation. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Christian? Pardon. Allume tes enceintes, peut-être. Allez, de toute façon, au pire, il sera disponible en replay. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. Bienvenue pour cette deuxième partie de la formation qu'on propose. On a proposé ça avec nos services, alors à la fois avec le service analyste et aussi avec le service traderbitcoin.com, qui est notre nouveau service dédié aux cryptos. Donc, beaucoup d'entre vous viennent de là, donc je vous remercie de votre confiance. La semaine dernière, nous avons vu le chartisme, non, nous avions vu, pardon, les bougies japonaises. Évidemment, vous retrouverez et le replay et le PDF dans le groupe Facebook, dans le groupe privé dédié aux cryptos. Pour ceux qui ne font pas partie des cryptos et qui ont juste souscrit à la formation, vous m'envoyez un petit mail, je vous envoie avec grand plaisir et le PDF et le replay, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, pour ceux qui sont dans le groupe, vous retrouverez tout ça. Évidemment, il suffit de taper PDF dans le groupe et puis vous aurez accès à tout ça. Ce soir, on va voir comment identifier la tendance d'un actif. Vous voyez, au fur et à mesure de votre niveau, au fur et à mesure des retours, au fur et à mesure de ce que vous pouvez me dire, je fais aussi évoluer un petit peu le programme pour qu'il soit adapté à tous et pour qu'on puisse vous faire progresser tranquillement. L'objectif de nos services, c'est évidemment de vous transmettre notre aide et de vous aider à copier nos positions, mais c'est aussi surtout vous aider à progresser et vous éviter de cramer vos comptes. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit oui, avant de vous connaître, j'ai perdu 2 000 euros, j'ai perdu 5 000 dollars, j'ai perdu 10, 15 plus. Voilà, bon, c'est déjà le premier objectif. Avant de parler de gains, je pense qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y a 90% des particuliers en trading qui perdent de l'argent. Donc malgré le fait que nous on existe, malgré le fait que certains confrères très sérieux existent également, c'est quand même un peu malheureux. Donc voilà, je pense qu'il faut bosser, ça ne s'improvise pas. C'est vrai qu'ouvrir un compte de trading, aujourd'hui c'est très facile, que ce soit chez eToro ou chez d'autres, il vous suffit de votre carte bleue, 2-3 clics de souris. Je vais demander à tous ceux qui ont leur webcam allumée d'ailleurs de l'éteindre. C'est assez facile donc et de couper vos micros s'il vous plaît. C'est assez facile donc d'ouvrir un compte de trading. Il vous suffit de quelques clics, mais c'est aussi très facile de perdre son argent. Donc il faut se former, il n'y a pas de secret. Et nous, pour emmerder ceux qui vendent des formations à 10 000 euros, eh bien, on a décidé de vous former gratuitement. Voilà, de vous donner ce qu'on sait, ce qu'on a appris, ce qu'on utilise tous les jours. Il ne faut pas oublier que nous sommes traders pour un fonds privé. Aujourd'hui, on a la chance de gérer plusieurs millions d'euros. Voilà, comme je l'ai montré tout à l'heure, je peux vous montrer ma journée d'aujourd'hui. Ma journée d'aujourd'hui, voilà, 6 700 euros sur un compte à plus de 300. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est ce que nous, on fait tous les jours. Et sur tout ce qui est indice, forex, etc. Et sur, évidemment, le fabuleux marché des crypto-monnaies, le fabuleux marché de tout ce qui est Ripple, Ethereum, etc. Pourquoi moi, je me tourne de plus en plus vers ce marché-là? C'est assez simple. C'est parce que c'est un marché qui est extrêmement volatile, donc qui permet voilà, d'avoir des mouvements assez importants dans la journée. C'est pas rare de voir des plus 5, des plus 10. Vous voyez le Dash aujourd'hui plus 7,80. Donc il y a vraiment moyen de faire beaucoup d'argent sur les cryptos. Ça n'empêche pas d'être très prudent, ça n'empêche pas de se former, mais c'est un marché absolument passionnant où l'analyse technique marche avec perfection. Pourquoi? Parce que l'analyse technique, c'est quand même un outil qui permet de déceler un peu le comportement des opérateurs, les niveaux clés. Et comme sur les cryptos, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de fonds d'investissement type Goldman Sachs ou autres qui interviennent parce que justement c'est un marché non régulé. C'est vraiment uniquement des décisions manuelles quasiment qui font le marché. Donc l'analyse technique marche parfaitement, contrairement au Forex par exemple, où, où vous avez beaucoup de robots, beaucoup d'algorithmes, beaucoup de trading à haute fréquence qui vont un peu faire des pièges aux petits particuliers, qui vont faire des pièges aux semi-pros ou aux petits pros comme nous. Donc voilà pourquoi j'adore les cryptos, bien que c'est un marché sur lequel j'interviens depuis quelques mois seulement. Pour répondre à la première question de Kevin, je pense qu'il sera régulé un jour, je l'espère. Maintenant, régulé, ça voudrait dire qu'il y ait peut-être un gouvernement ou une banque centrale derrière, donc c'est un peu contre le principe des cryptos.
Donc je sais pas, pour l'instant, on va pas jouer au devin. Donc la première étape, toujours, hein, quand on fait des formations, on passe toujours par une petite revue de marché. Ça vous permet d'avoir un avis sur la tendance en cours. Hein, je rappelle que pour le chapitre 1, il vous suffit d'aller dans le groupe Facebook dédié aux crypto, hein, qui s'appelle tradebitcoin.com, le QG, vous retrouverez la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, vous m'envoyez un petit mail, je vous l'envoie avec grand plaisir. C'était sur les chandeliers japonais, donc tout ce qui était avalement, etc. Et vous comprendrez très vite pourquoi on est passé par là en premier. Petite revue de marché pour commencer. On va commencer par le patron. On va commencer par le boss et on fera évidemment une analyse. On repassera par une analyse complète juste avant. Voilà. Juste, on est en unité de temps journalière. Donc chaque bougie japonaise représente une journée de cotation. Donc aujourd'hui, on a eu une pression vendeuse. On le voit avec la grosse mèche ici. Hein. Mais finalement, les acheteurs ont bien repris la main et il est en hausse, le Bitcoin, hein, tout bêtement, il est en hausse. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je ne vais pas aller chez Bitfinex. Vous voyez, chez TradingView, vous pouvez analyser chez plusieurs brokers. Je préfère Coinbase, peu importe. Voilà. Qui peut me dire très facilement, qui peut me dire la tendance du Bitcoin, la tendance de fond, s'il vous plaît? Vous pouvez le noter dans le chat. Voilà, il y en a qui sont attaqués, c'est bien. Voilà, haussier. Alors évidemment, c'est haussier. Alors je taquine certains, mais alors demi-molle, il faut. Je mets. Voilà, pour le son, merci Mimol. Évidemment, la tendance elle est haussière. Pourquoi elle est haussière la tendance? Parce qu'on a tout simplement, on le voit, on a des plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus hauts. On va voir dans la leçon après, on a une tendance de fond qui est haussière. On a une tendance, la tendance médiane, on va dire moyen terme, elle est aussi haussière. Et la tendance très court terme, elle est aussi haussière. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, participant, qu'est-ce qu'il me dit? Non, je peux pas enlever ça. Tonalité d'entrée, malheureusement, je peux pas. Mais ça va se calmer, la tonalité d'entrée. On va regarder si je peux pas enlever des options. Paramètres audio. Non. C'est vrai que c'est un peu chiant. Connexion audio non plus. Stick audio, on peut pas. Ouais, je suis désolé, c'est vrai que c'est pas très agréable le télélute, mais bon, une fois que les gens sont connectés, normalement ça devrait bien se passer. Donc évidemment le Bitcoin il est très haussier, merci Maslow en tout cas pour ça. Il n'y a pas à tortiller, il y en a certains qui m'ont demandé s'ils pouvaient shorter le Bitcoin, je leur ai interdit et ils m'ont remercié. Ça ne veut pas dire que je suis un gourou, mais tout simplement quand quelque chose monte, ben, on le vend pas. Voilà. Vous entendez super mal? Bon, c'est peut-être vos enceintes les gars, parce que si vous pouvez me dire voilà, si vous entendez bien, majoritairement c'est plutôt pas mal. Le volume, alors il y en a qu'un, il y a que Denis, le volume est faible pour toi. Regarde, tu vois, regarde bien au niveau de ma souris, je sais pas si tu vois, mais sur audio, tu peux régler les choses. Tu peux régler ta sortie et tu peux régler ton micro. Normalement, le son devrait être OK. Bon, merci pour Parfait, voilà. merci. De rien, de rien. Donc je disais, voilà, la tendance, voilà, la tendance elle est haussière sur le Bitcoin. Moi, je mets plusieurs indicateurs. On fera ça à la fin du webinaire. Je vous dirai qu'est-ce que j'utilise comme indicateur, qu'est-ce que j'utilise comme indicateur technique, les moyennes mobiles et tout ça pour que vous puissiez vous aider à repérer la tendance, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Christian, je crois qu'il y a un vrai problème d'enceinte. Il faudra aller chez Darty, malheureusement. Donc voilà, bon, il est haussier, il n'y a pas à tortiller. Tant qu'on est au-dessus de ce support, pour moi le vrai support court terme, il est là. C'est celui que je vous ai tracé ici. Alors moi je préfère le tracer avec les mèches. On va voir juste après dans le PDF que je vous ai préparé comment on fait pour tracer correctement un support et une résistance. Voilà. On a aussi quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est les moyennes mobiles. On va pas aller dans des choses trop compliquées. Je vois Ishimoku, je vois tout ça. C'est bien, mais bon, à un moment donné, il ne faut pas que votre graphique ressemble non plus à un sapin de Noël. Moi je mets la moyenne mobile 20 et je mets la moyenne mobile 50. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça.
Et regardez comme notre moyenne mobile 50, elle a fait office de support dynamique le 12 novembre. Magnifique. Donc voilà, pour moi c'est haussier. J'achèterai éventuellement un repli sur ce fameux support oblique ici, sur peut-être la moyenne mobile 50, si on pouvait venir chercher les 6500 $, 6600 $. Ça serait un nouveau point d'entrée pour moi intéressant. On pourrait aussi éventuellement commencer à faire un petit achat sur un repli, sur un pullback, sur l'ancien plus haut, sur l'ancienne résistance en prenant les corps cassés. Voilà, peut-être que si on venait sur 7470, peut-être que je me permettrai un petit achat très court terme avec un stop assez court sous la moyenne mobile 20. Mais pour vraiment envoyer du lourd, moi sur le Bitcoin, j'attends un repli sur le support oblique une nouvelle fois, un troisième point de contact qui viendrait nous confirmer notre support sur les entre 6400 et 6600 $. De toute façon, on vous enverra ce qu'on fait bien évidemment si on fait autre chose sur le Bitcoin. Voilà, donc là il est haussier, il n'y a pas à tortiller. Au niveau des indicateurs, j'ai pas de divergence, j'ai rien du tout. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, on verra ça bien plus tard. Voilà, donc pas d'inquiétude là-dessus. Ceux qui sont encore à l'achat, eh bien gardez. On a un RSI qui est même pas, on va le mettre le RSI si vous voulez, qui est même pas en zone de surachat. Donc voilà, il n'y a pas de raison de couper votre trade si vous êtes acheteur. C'est vrai qu'on est sur des niveaux plus hauts, c'est vrai qu'on est sur des records historiques, mais on n'a pas de raison de couper quelque chose qui monte et de vendre quelque chose qui monte. Voilà, on ne va pas commencer à faire du contre-tendance. Alors, quand on a un webinaire à 19h, c'est vrai que c'est bien de se connecter à 18h45, pas à 19h13, mais c'est pas grave. Ça, c'est mon petit coup de gueule du soir et bravo à ceux qui sont venus plus tôt. Bref, donc le Bitcoin haussier. Est-ce qu'il faut payer maintenant? Évidemment que non. Vous allez voir que moi je calcule tout avec le ratio gain sur risque. C'est-à-dire quand je rentre dans un trade, combien je gagne, combien je perds, quel est mon rapport entre les deux. Il faut que mon gain soit 1,5 fois supérieur à ma perte acceptée. Si j'achetais le Bitcoin maintenant, par exemple, je mettrais un stop. Je ne vais pas coller un stop ici en disant bah, je l'achète à 8003, je ne veux pas perdre plus de 300, je le mets là. Non, on va aller définir un niveau auquel on accepte d'avoir tort. Donc le stop, il ne peut pas être avant le gros support oblique ici, donc il est au moins en dessous du support, donc il est au moins sous les 6000 $. Donc on a un stop de 2300 $. Est-ce qu'on a 2300 $ fois 1,5, donc est-ce qu'on a 3500 $ de gain potentiel? On n'en sait rien puisqu'on est sur des records historiques, donc je m'abstiens. Et oui, je le vois monter tous les jours, et oui, je vois que j'avais raison de le payer à 6500, mais c'est pas grave, il part sans nous, il y a d'autres opportunités. Et l'une des premières qualités d'un bon day trader, d'un bon trader, surtout d'un bon trader sur crypto, c'est de justement ne pas subir ses émotions, ne pas laisser place à la frustration. Comme les nouveaux qui viennent d'arriver dans notre groupe, qui n'ont pas encore suivi de signaux, qui nous voient gagner, rassurez-vous, la roue tourne, ça arrivera. Pour l'Ethereum, alors lui, il est en train de tout défoncer, c'est génial. On l'a payé à 287 $. Les abonnés pourront confirmer dans le chat. Pourquoi on l'a payé? On l'a payé sur ce support ici, cette zone de support oblique. On l'a payé à 287,50 pour être totalement exact. On vise quoi? On vise la zone de résistance ici. Et vous allez voir dans le PDF, je vous explique bien la différence entre un support, un tracé chartiste et une zone de support et de résistance. Donc c'est génial, on l'a payé à 2,87, il est à 3,70. Bon, ça fait du gain, ça fait un peu plus de 20%. C'est cool. Ça, c'est une bonne chose. Alors, pour ceux qui sont en position sur l'Ethereum, vous commencerez à alléger votre position sur la zone de résistance des 380-390 $. S'il passe cette zone-là, tant mieux. Mais moi, je vendrai ma position sur cette zone-là. C'est une zone de résistance. On le voit deux fois, les acheteurs ont pris leur bénéfice sur ce niveau-là. Deux fois, les vendeurs ont pris la main sur ce niveau-là. Donc, il y a plus de probabilité que la hausse s'arrête sur ce niveau-là qu'elle continue. Donc voilà, moi je prendrai mes bénéfices sur cette zone de résistance sur l'Ethereum. Sur le Dash, ce qu'on voulait faire, on voulait le payer à 400. Malheureusement, ça a été trop vite. Pourquoi on voulait le payer à 400? Elle est repartie en tendance haussière. On a cassé, on a défoncé l'ancien plus haut. On est revenu pile poil sur ce niveau. On a fait ce qu'on appelle un pullback. C'est-à-dire qu'on pète un niveau. Je vous le dessine, je vous fais un schéma pour que vous compreniez. On pète un niveau, on revient se repositionner sur le niveau, on fait donc ce qu'on appelle un retour, un pullback, et on repart en hausse. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. Rappelez-vous, dans le groupe, j'avais mis une préalerte à 400 $, mais on n'avait pas eu le temps de déclencher le trade parce qu'il est parti vite. C'est pas grave, on n'avait pas complètement eu tort.
Et ça veut dire qu'on n'était pas mauvais sur ce coup-là. Est-ce qu'il faut l'acheter maintenant? Encore une fois, vous là, si vous achetez maintenant, vous achetez la cassure d'un précédent plus haut, c'est pas idiot, mais il n'y a pas de visibilité. Donc moi, je préférais attendre un nouveau repli sur les 400 $ pour éventuellement me positionner ou encore une fois un ratio plus intéressant. Le Ripple qui finit pas non plus de nous surprendre, on est à 0,2360. On est dans un canal haussier sur le Ripple en daily avec une belle zone support qui nous a permis d'avoir un point d'entrée. Rappelez-vous les amis, à 0,1850, je ne cesse d'en parler, on est à 0,2360. Donc on cartonne, on a allégé une partie de la position à 0,25. Ça c'était dans le groupe, encore une fois, on donne tous nos trades gratuitement à partir du moment où vous êtes membre VIP de tradebitcoin.com. Qu'est-ce qu'on vise à votre avis comme cible? Vous allez, j'imagine, très vite répondre à ça. Quel est mon objectif à votre avis sur le Ripple? C'est exactement ça. Alors, 0,30 non, parce que faut toujours viser un peu en dessous. C'est 0,30, c'est psychologique. C'est plutôt 0. Alors moi, j'ai un peu décalé. Voilà. Voilà, 0,28, 0,28,90, quelque chose comme ça. Un peu en dessous. Voilà, vous avez très bien compris. C'est comme une action, c'est comme le Forex, c'est comme les indices. Hein, si vous visez 8000 $ sur le Bitcoin à un moment donné dans un achat, eh bien vous viserez 7990 $ parce que les prix psychologiques, il faut un petit peu éviter. Donc nous, on l'avait payé, pourquoi le Ripple? Parce que tout simplement, on avait un niveau de support ici qu'on avait bien défini, un bas de canal, et on avait, vous regarderez le chapitre 1, un avalement en 1 heure sur le graphe, donc une bougie numéro 2 qui avale la bougie précédente. Donc je ne vais pas revenir sur la leçon, il y a le replay qui est dispo, mais voilà, c'est plutôt pas mal, et on vise effectivement le haut du canal, et on avait lâché la moitié sur la médiane du canal, et il vous suffit de tracer la même chose au milieu. Le Litecoin, on est toujours dedans également. Là, vous voyez, on a bien fait de prendre une partie de nos bénéfices. Il bute sur son petit canal court terme. Voilà, donc pour l'instant, même si il a un peu attaqué comme ça, mais on voit que les vendeurs ont facilement perdu la bataille. C'est les acheteurs qui ont repris la main. On le voit à la grosse mèche du jour. Voilà, il est toujours bien orienté, toujours à la hausse. Là, vous pouvez éventuellement vous positionner sur le Litecoin. Vous pouvez éventuellement revenir parce qu'il a validé la cassure dans l'ancien plus haut par un pullback. Donc, vous pouvez éventuellement vous positionner sur le Litecoin avec un stop sous la mèche ici, sous les 63 $. Vous voyez, vous avez deux petites mèches ici sur la bougie de Jet Daily. Donc se positionner maintenant avec un stop vers les 63-64 $, c'est pas débile puisque vous avez un bon ratio. Il y a encore de la place parce qu'on a un historique. Hein, on voit que le cours a été cherché plus de 90 $. Donc on sait que niveau technique, c'est assez crédible. Donc on peut aller chercher les plus hauts historiques avec un stop ici en dessous. Donc ceux qui ne sont pas encore sur le Litecoin, soit vous attendez un petit repli, soit vous positionnez maintenant, vous voyez, c'est plutôt une zone intéressante. Et finalement, le Bitcoin Cash, on est positionné dessus à 1100 $. Voilà, pour l'instant, il fait un peu ce qu'il veut. En général, il y a un peu une décorrélation entre le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Voilà, donc nous on est à 1100. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé, il a tout éclaté. Rappelez-vous la fameuse journée du 12 novembre. Il est revenu se positionner sur son ancien plus haut cassé ici. Il a fait donc ce fameux pullback. Et puis nous on a acheté justement sur les 1100. Et là il est reparti un peu en haut. Il stagne, il fait ce qu'on appelle des bougies de contrôle. Voilà, comme ça. Il fait des bougies pas extraordinaires, mais il n'y a pas de grande mèche. Voilà, tranquille. C'est plutôt dans une phase de range, une petite phase neutre sur le Bitcoin Cash. Donc voilà, si vous n'êtes pas dedans, vous attendez un repli éventuel sur les 1100 $. C'est ce que je vous ai dit, il est revenu dessus aujourd'hui. Voilà, vous mettez un ordre d'achat tranquille chez eToro. On verra justement après comment on peut mettre des ordres chez eToro si vous voulez en fin de webinaire. Voilà pour cette petite revue de marché. Alors ça sert à rien de... Non. Pas compris totalement. C'est assez énervant tout ça. Alors excusez-moi, je vais en renvoyer comme il faut. Alors je suis désolé. Il faut aider tout le monde. Voilà. Hop, hop. Voilà, comme ça tout le monde a ce qu'il faut pour le son. Bon, voilà pour cette revue de marché. On refera un petit tour si vous voulez. On refera une analyse complète pour appliquer la leçon en cours. Donc je vous ai préparé un petit PDF que je vous enverrai demain évidemment.
Voilà, j'ai plus d'espace avec l'autre comme vous l'avez vu. Donc je l'ai appelé les bâches du chartisme, identifier la tendance. Alors si vous avez des questions, hein, profitez-en, vous avez le chat, vous pouvez même prendre le micro, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'arrêter au fur et à mesure de la présentation, du PDF. Le but c'est de faire quand même quelque chose de pédagogique et que vous puissiez interagir avec moi. Voilà, c'est un truc que j'ai fait moi-même, hein, c'est un peu maison. Alors c'est vrai qu'il y a des fois j'ai écrit des articles pour d'autres sites, donc je me suis permis de reprendre certains petits schémas que j'avais fait. Il y a des trucs que j'ai rédigés tout à l'heure, il y a des trucs crypto, donc c'est un petit peu un melting pot. Mais ça se veut le plus simple possible. Donc pourquoi c'est important de savoir identifier la tendance? Tout simplement pour savoir dans quel sens le marché se dirige et pour savoir aussi ne pas laisser ses émotions diriger son trade. Quand on débute, on a envie de prendre un trade tout de suite, on est devant son écran, on voit une bougie verte, on achète. Mais on oublie de regarder est-ce que c'est haussier, est-ce que c'est baissier, est-ce que c'est neutre. Est-ce qu'il y a une tendance à jouer? Est-ce qu'au contraire, il y a une figure qui nous montre que ça peut se retourner? Donc on verra dans la prochaine leçon de chapitre 3 les figures et de continuation et de retournement, donc tout ce qui est biseau, double top, épaule, tête, épaule, tout ça. Là, je pense que c'était très très important de voir d'abord, savoir identifier la tendance. Donc il y a 3 types de tendances. Ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Il y a d'abord la tendance principale, celle que je vous ai mis en noir, là c'est le graphique du Bitcoin, ce qu'on appelle la tendance long terme. Long terme, c'est quelques semaines, quelques mois. Est-ce que ça monte, est-ce que ça descend? Là, le Bitcoin, on le voit clairement, il fait, selon la théorie de dos, des points hauts et des points bas de plus en plus hauts à long terme. On a un beau support en noir long terme, on est haussier. Vous avez ensuite la tendance secondaire, celle qu'on appelle la tendance moyen terme. Là, c'est plutôt quelques jours, quelques semaines. Donc ici, c'est également haussier. C'est grâce à ce support rouge, justement, qui nous donnera peut-être un point d'entrée prochain sur le Bitcoin. Et vous avez ensuite la tendance tertiaire. Là, on est vraiment sur du court terme, quelques jours. Là, c'est plutôt aidé grâce à notre support bleu. Donc peut-être que demain, on viendra casser support bleu et qu'on viendra faire un retour sur la tendance secondaire. Mais c'est important de savoir identifier les 3 types de tendances. Alors évidemment, les 3 types de tendances s'imbriquent les unes dans les autres, un peu dans le principe des poupées russes. La tendance tertiaire va dans la tendance secondaire qui va dans la tendance principale, majeure, on va dire. Il est important d'identifier les 3 tendances pour prendre les bonnes décisions parce que vous pouvez être dans une tendance haussière à court terme, mais la tendance haussière court terme dans une tendance baissière moyen terme. Donc vous allez avoir moins de probabilité de succès que si vous avez une convergence de tendance, que si vos 3 unités de temps vont dans le même sens. Évidemment, en fonction de son horizon d'investissement, on va travailler une tendance en particulier. Quelqu'un qui fait du scalping, il n'en a rien à faire de la tendance très long terme, il va vraiment se concentrer sur la tendance court terme. Quelqu'un qui fait de l'investissement long terme, au contraire, qui garde des positions quelques mois, quelques années, lui, la tendance court terme, il s'en fout. Il va plutôt regarder la tendance long terme. Ouais, vous avez compris l'idée. Il faut se concentrer sur la tendance qui correspond à votre horizon d'investissement. Moi, je fais du swing trading sur les cryptos, c'est-à-dire que je garde mes positions quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Ma tendance principale, celle que je regarde en priorité, c'est ma tendance secondaire, c'est la moyen terme, celle qui prend en rouge ici, quelques semaines, quelques mois. Alors ça, vous le savez certainement, mais c'était important. Je vous ai ressorti un vieux cahier d'école quand j'ai été formé. Il existe 3 types de tendances, évidemment. La tendance baissière, là on a, je vous l'ai matérialisé dessus, des points hauts et des points bas de plus en plus bas. Vous avez ensuite la tendance haussière, là les pics à l'inverse sont de plus en plus hauts, comme on peut le voir sur le Bitcoin. Les points, c'est la théorie de dos, ça c'est pas très compliqué. Pardon. Et si on a des points bas et des points hauts qui sont ni de plus en plus hauts ni de plus en plus bas, on est dans une phase de range. Là, c'est vraiment la phase dans laquelle il ne faut pas mettre les doigts. C'est-à-dire que le marché est vraiment dans une phase d'indécision. Ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Et là, c'est vraiment... Il ne faut pas y toucher. Quand vous avez un actif qui est en range, il y a beaucoup de traders qui disent oui, il faut acheter le haut et vendre le bas, ou il faut vendre le haut et acheter le bas, bref, peu importe. Moi, les ranges, j'y touche pas. Il n'y a pas de tendance. Ça ne sert à rien d'intervenir dans les phases de range. Donc pour détecter un range, vous regardez les pics et les plus hauts et les plus bas. Si les plus hauts et les plus bas sont ni de plus en plus hauts ni de plus en plus bas, vous êtes dans une phase de range, donc vous changez d'actif. Voilà, vous changez de crypto, vous changez de paire, ou vous allez sur autre chose parce qu'il n'y a pas de tendance. Voyez, nous on est là, on récupère les miettes, donc il faut qu'on ait une tendance pour récupérer un morceau. S'il n'y a pas de tendance, on ne récupère rien. Donc on va retourner sur nos graphiques
Vous voyez par exemple, ici, on est sur le Bitcoin Cash. Si le Bitcoin Cash, je passe maintenant en 15 minutes, on est dans une phase de range. On le voit par exemple dans cette phase-là, on avait des points hauts, des points bas qui étaient sur le même niveau, donc il n'y avait rien à faire. J'exagère, je caricature un petit peu, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre. Le Litecoin, lui, il a bien depuis peu des points hauts, des points bas de plus en plus haut, etc., etc. Si on regarde des paires de Forex, on pourra regarder après. Si vous repérez un range, si vous voyez que c'est ni plus haut ni plus bas, comme on l'a matérialisé ici dans le carré noir, vous n'y touchez pas. Vous n'avez pas de probabilité de succès de votre trade. Vous allez jouer au petit bonheur la chance et on ne joue pas au trading. On essaie de travailler avec des probabilités. Donc justement, pour travailler ces tendances, il y a deux tracés bien distincts qu'il ne faut surtout pas confondre. Et des fois, ils portent le même nom, donc c'est un peu confus. Il y a ce qu'on appelle les trends, les trend lines, ou ce que j'appelle les droites de tendance aussi, ou ce qu'on peut appeler aussi les supports obliques. Donc ça demande vraiment une précision extrême. On va voir après comment ça se trace. Il y en a qui tracent avec les mèches, il y en a qui tracent avec les corps, il y en a qui mélangent, il y en a qui coupent. Bon, je vous donnerai moi mes règles que j'utilise. Là, il faut être très précis. Et ensuite, vous avez les niveaux de support et de résistance horizontaux. Là, on parle plutôt de zones. Donc, je vous ai mis encore une fois à l'écran le graphique de l'Ethereum. On voit très bien cette droite de tendance ici qui passe parfaitement par les clôtures des corps ici et qui a été support puisque c'est un niveau sur lequel les cours sont venus rebondir. On avait aussi une droite de tendance baissière qui avait retenu l'Ethereum et qui a été cassée finalement. Et donc on verra comment travailler les cassures justement de ces droites-là. Et ça donne des super points d'entrée. Et on a ensuite une belle zone de résistance ici matérialisée qui n'est pas évidente. C'est pas ni les corps ni les mèches. On parle plutôt de zone. Voilà, vous avez compris que c'était une zone je pense. Donc là on a l'exemple parfait des deux types de choses qu'on va voir ce soir. Les zones de résistance et de support et les droites de tendance. Pour l'introduction, n'hésitez pas si vous avez déjà des questions, si les choses sont claires, dites-le aussi. On va commencer justement par parler de tout ce qui est support et résistance horizontaux. Là, c'est plutôt représenté par ce que j'appelle des plus hauts et des plus bas, et c'est matérialisé par des zones. Ce n'est pas un niveau précis, c'est vraiment des zones. C'est la mémoire du marché. C'est-à-dire qu'un support horizontal, comme on peut l'avoir ici en bas sur notre schéma, c'est un niveau de prix sous les cours actuels qui est mémorisé par les investisseurs comme bon marché. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, le marché va dire ça vaut le coup d'acheter. On va prendre l'exemple d'une entreprise, on va prendre, je ne sais pas, pas Apple, on va prendre Total, mais je ne vais pas donner le bon cours parce qu'on s'en fout, mais on va prendre Total. Total, si elle vaut 50 euros aujourd'hui, on a peut-être un support à 35, on a peut-être une résistance à 50. À 35 euros, la plupart des gens vont se dire ça vaut le coup d'acheter du Total. À 70 euros, les gens vont dire bah non, c'est trop cher Total, je vais la vendre. Donc la zone de support, c'est vraiment un niveau de prix auquel on estime que c'est bon marché, ça vaut le coup d'acheter cet actif. Donc, pour les cryptos, ça se passe également comme ça. Une résistance horizontale, elle, c'est un niveau de prix qui est plutôt propice à une prise de bénéfice. Il y a un courant vendeur qui va se développer sur cette résistance. Si on revient sur l'Ethereum ici, on l'a vu très clairement, on l'a bien identifié puisqu'on a bien nos deux points de contact et on verra si le troisième point de contact confirmera notre zone ou si elle va être pétée à la hausse. Mais en tout cas, deux fois, le marché a estimé qu'à 380-390 $, eh bien, l'Ethereum devenait un peu trop cher et que cette zone fut propice à des prises de bénéfices. Et on l'a vu derrière, un courant vendeur s'est bien mis en place. Alors, on verra après comment travailler les zones de résistance. C'est vrai que bien souvent en trading, on va avoir tendance à payer les zones de support, donc acheter les zones support et à vendre les zones de résistance. Donc, on va plutôt acheter les droites de support ou les zones support et on va plutôt vendre les zones de résistance. Est-ce que ça veut dire que quand l'Ethereum arrivera sur 390, paf, il faut le shorter? Évidemment que non. On attendra en plus peut-être la cassure du support oblique court terme qui est en place ici depuis le début du mouvement. Mais en tout cas, il faut vraiment bien surveiller cette zone. Quand il y en a un qui m'a demandé tout à l'heure s'il avait bien fait d'acheter l'Ethereum dès maintenant, malheureusement, j'ai l'impression que le potentiel haussier, en tout cas dans l'histoire du graphique, il est plutôt limité. Alors, ce que je marque, c'est qu'évidemment, plus la période durant laquelle le marché s'est échangé sur un support, une résistance est important, plus la zone est significative. Ça veut dire quoi? On va retourner sur un graphe, on va retourner sur... on va prendre l'Ethereum toujours. Là, vous voyez, cette zone de résistance, elle est en place depuis le 12 juin 2017. Donc, ce n'est pas d'hier.
elle est en place depuis quelques mois, c'est quand même une zone extrêmement solide. Si là vous allez en 15 minutes et que vous allez me tracer une résistance ici, d'accord, elle aura évidemment moins de poids. Ça peut paraître un peu bateau ce que je vous dis, mais c'est important. C'est important dans votre analyse. Quand vous analysez votre actif, vous regardez l'unité de temps que vous voulez. Encore une fois, moi je vous conseille d'aller d'abord sur du journalier, voilà, et ensuite d'aller chercher des points d'entrée en 4 heures ou en 1 heure et de ne pas descendre en dessous. Mais si vous avez envie de voir du 15 minutes, ne commencez pas par une analyse 15 minutes parce que vos tracés 15 minutes, ils ne vont pas avoir assez de poids et ils n'auront pas le même poids évidemment que les zones daily. Donc plus la zone est en place depuis un moment, plus cette zone a de poids. Donc c'est important, allez plutôt, vous voyez comme là par exemple si je trace une zone support ici, on voit on a une belle zone support, en plus une belle zone de polarité. Donc ça a été résistance, ça a été cassé, on est revenu dessus, polarité, c'est reparti à la hausse, on est revenu dessus, polarité. Donc ça a été résistance, puis c'est devenu support. Je vous explique ça dans le PDF juste après. Bah, cette zone elle est intéressante, mais elle est en place que depuis le 19 novembre. Donc forcément elle aura moins de poids qu'une éventuelle zone support. Alors je vais tracer quelque chose au hasard, mais c'est pour que vous compreniez bien. Qu'une éventuelle zone support qui serait en place depuis le mois de juin par exemple. Donc commencez bien votre analyse. Par les unités de temps les plus grandes. Même si on voit que finalement, ouais, je dis pas trop des conneries, parce que c'est quand même intéressant. Alors la zone de polarité, mon Alex, c'est important comme question. Justement, c'est quoi le principe de polarité? Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire polarité? Polarité, c'est plus-moins. Hein. Le principe de polarité, c'est un niveau résistance qui devient support, ou un niveau support qui devient résistance. On a l'exemple parfait avec l'Ethereum, ou même le Bitcoin que j'ai ici, et je vais vous le montrer à l'écran. Regardez comme c'est magique, l'effet de polarité. C'est ce qui m'avait fait acheter moi des bitcoins à 3000 $ cet été. Regardez-moi ça. Là on avait, on va dire qu'on ne connaissait pas la suite. On va cacher tout ça. Voilà. Si on était là sur le bitcoin, on avait bien identifié une zone de résistance. Vous voyez, 2 fois, bam, bam, et on ne triche pas quand on fait une résistance. On ne va pas faire une résistance oblique. Hein. Une zone de support et de résistance, c'est parfaitement horizontal. D'accord? Donc déjà, on ne va pas me chercher des zones s'il n'y a pas deux points de contact quasiment au même niveau. Là, on avait une belle zone de résistance. C'est passé, on le voit. Oh, troisième fois. Oh là là, résistance. Et on continue. Oh, éclaté. Donc là, par exemple, c'était un super signal d'achat. Quand on casse une zone de résistance, et je vous explique après comment rentrer, on ne rentre pas comme ça à l'arrache, on attend ce qu'on appelle un pullback, mais on va voir ça juste après. C'est cassé, génial. Donc on voit, le Bitcoin, il a bien tout éclaté. Ouah, 4000 $, 4200 $, c'est super, c'est extraordinaire. C'est que de l'amour, comme dirait Patrick Sébastien. Et hop, regardez, effet de polarité. Regardez-moi ça. Au point près, ici, et rappelez-vous, ceux qui me suivent depuis quelques mois, ils doivent s'en rappeler qu'on avait donné un signal d'achat à 3000 $ sur le Bitcoin, ils doivent s'en rappeler, puisqu'ils ont bien dû se gaver. En tout cas, effet de polarité, cette résistance est devenue support. Le cours est revenu se poser dessus, et c'est un niveau de prix qui, au départ, était estimé par les opérateurs comme trop cher, qui est devenu un niveau de prix bon marché finalement. Et donc, vous voyez, bam, c'est reparti à la hausse. Donc l'effet de polarité, c'est ça. C'est un ancien support qui devient résistance, ou au contraire, une ancienne résistance qui devient support. Et on a quasiment que ça. On a quasiment que ça. Regardez, si on exagère un peu, encore une fois, on parle de zone. Regardez ici, ancienne résistance, on l'a cassé, on est quasiment revenu s'appuyer dessus. On a la même chose ici. Résistance, on est cassé, on est revenu s'appuyer dessus. Donc c'est assez intéressant. Regardez, on a encore la même chose ici. Résistance, on est rebaissé, on a cassé, on est revenu s'appuyer dessus. Donc c'est important de savoir qu'un niveau de support, quand il est cassé à la baisse, eh bien, il peut devenir résistance, mais vu qu'aujourd'hui on ne va pas parler de short, on ne va pas essayer de vous embrouiller le cerveau, on va juste parler des mouvements haussiers, donc on va parler de résistance qui deviennent support, c'est important. Et on va voir justement pourquoi on peut profiter de l'effet de polarité, juste après comment rentrer dans ces trucs-là. Si on regarde d'autres cryptos, on va essayer de trouver la même chose. Peut-être finalement que l'Ethereum, hein, peut-être que ce niveau de résistance,
peut-être qu'il va être cassé par le marché, et puis le marché va revenir se poser dessus. Cette résistance va à ce moment-là devenir un support, effet de polarité, et il repart. Et ça, je vous assure que dans 80% des cas, moi, ça fait juste 7 ans que je fais du trading en réel, tous les niveaux clés, quand ils sont cassés, font effet de polarité et deviennent l'opposé. Tous les niveaux résistance, tous les anciens plus hauts deviennent des supports. Je vais essayer de vous montrer ça. Peut-être que sur le DAX, peut-être que sur le CAC, on va trouver quelque chose comme ça. On va voir peut-être le CAC en daily. Regardez ça, si j'ai effet de polarité. Fibo. Je crois que je l'ai en mensuel. Regardez en mensuel, comme c'est magnifique. Ça, c'est le CAC 40. On va enlever la bande de Bollinger, on va enlever tout ça pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà. Donc regardez ici, on avait bien un niveau de résistance, on le voit. Hein. Alors, c'est des niveaux, il y a eu des attaques par des mèches, mais si on prend les corps, ça c'était une résistance, c'est un niveau de résistance. On l'a pété par le haut, on est revenu s'appuyer dessus, et cette ancienne résistance a fait office de support. On a eu donc parfaitement encore sur ce coup-là un effet de polarité. Donc c'est très important de définir vos niveaux de support, vos niveaux de résistance. Pourquoi? Parce que ça vous donnera des éventuels points d'entrée. Là on sait que sur le Bitcoin, on a un niveau de support qui est environ à 5800, 6000 $. Donc on surveillera ce niveau et on met une alerte dessus. Comme ça, s'il revient, on saura l'acheter. Et on surveillera aussi les cassures de résistance pour re-rentrer dedans, éventuellement, quand ce niveau de résistance deviendra support. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair pour les supports, les résistances horizontales? Est-ce que vous voulez qu'on revienne dessus? Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Petit problème avec Webex. Oh merde. Décidément. Pas de panique, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, je suis désolé, je crois que ça en a été coupé tout à l'heure. Voilà, donc est-ce que c'était clair pour vous pour les supports et les résistances? C'est important, donc votre premier job, quand vous analysez un actif, que ce soit le Bitcoin, que ce soit l'Ethereum, que ce soit l'euro-dollar, que ce soit le CAC 40, que ce soit ce que vous voulez, vous d'abord, avant de faire les trends dossiers, les obliques ici, vous définissez les niveaux de support et de résistance. Et je ne veux pas avoir de support et de résistance comme ça c'est nul. Je ne veux pas avoir non plus de trucs obliques, c'est horizontal. Voilà, il n'y a pas à tortiller, donc il faut au moins trouver plusieurs points de contact idéalement. Donc là, on peut le voir sur l'Ethereum, on a un beau niveau de support ici. Donc ça, c'est votre premier job de définir. Alors, allez pas non plus tracer tout et n'importe quoi pour dire que vous tracez les trucs. Hein. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Là, on voit qu'on a un support et une résistance. Si on revenait s'appuyer sur les 280, 290 $, eh bien, ça pourrait être un très très bon point d'entrée sur l'Ethereum. Ça tombe bien. C'est le point auquel nous avons acheté. Donc là, il y a juste une petite parenthèse à noter, mais vous voyez, le RSI commence à rentrer en surachat, donc ça veut dire que le marché est un peu suracheté, il chauffe un peu, donc voilà, moi je serais très prudent sur ce niveau de résistance.
Pour le Ripple, on est certes dans un canal haussier. On a aussi un niveau de résistance ici. Voilà, alors, soit on peut le mettre ici, c'est un peu pas au pif du tout, mais c'est aussi à l'appréciation de chacun, donc c'est pour ça que c'est intéressant l'analyse technique, c'est parce que c'est un peu subjectif. Mais on a et un niveau de résistance et un niveau de support ici plutôt solide, même si on est plutôt dans un canal haussier. Vous avez compris la logique, j'imagine. Si vous avez des questions sur les supports et les résistances, c'est maintenant que vous devez les poser, avant qu'on passe à la seconde partie, justement, les droites de tendance. Ah, c'est une très bonne question, Alex, ça, justement. Alors, on va voir ça, si tu me le permets, sur l'application de la théorie à la pratique, parce que c'est bien tout ce qu'on raconte. Même ma petite sœur, elle sait dire qu'il fallait acheter là et qu'il fallait vendre là. Hein, ça, je pense que tout le monde sait le faire. Maintenant, dans les faits, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe quand on voit un support? À quel moment on rentre? Est-ce qu'on rentre dès qu'on touche le support? Est-ce qu'on attend autre chose? Je te promets qu'on va voir ça juste après. Posez vos questions, je vous laisse 2 minutes. Bon, pas plus de questions que ça pour l'instant, visiblement. C'est très bien. Ça veut dire que c'est clair. Ou alors, vous n'osez pas parler. C'est vous qui voyez. Bon, chapitre 2. Là, au-delà des supports et des résistances, on a ce qu'on appelle les droites de tendance, qu'il ne faut surtout pas confondre. Je répondrai à ta question juste après, pour le retour sur 6800. Il ne faut surtout pas confondre les supports et les résistances horizontales et les droites de tendance. Les droites de tendance, c'est tout simplement une ligne qui passe par des points bas dans une tendance haussière. Mais c'est vrai qu'on peut le confondre parce que les trends haussiers, on les appelle aussi les supports obliques. Les trends baissiers, c'est à l'inverse une ligne de tendance qui passe par des points hauts dans le cas d'une tendance baissière. Et ces tracés-là, contrairement aux supports et résistances horizontales qui sont plutôt des zones, là ça demande une précision chirurgicale. On va revoir l'Ethereum parce qu'il s'y prête parfaitement. On a d'une part un très beau support oblique, très belle trendline ici. Et je vous donnerai après mes astuces pour bien les tracer. Donc une trendline haussière, hein, d'accord. C'est pas difficile à tracer. Et on a une trendline baissière qui avait été cassée justement ici. Donc quand une ligne est cassée, hein, ça ne sert à rien de la laisser, il faut l'enlever. Mais voilà, donc ça demande une précision. Donc il existe des droites évidemment haussières, des droites baissières, mais aussi des droites horizontales. Et dans ces cas-là, on parlera de range. Les droites de tendance haussière constitueront un niveau de ce qu'on appelle support, qui permet d'anticiper le point sur lequel l'actif en question est susceptible de rebondir. On ne connaissait pas la suite hein, quand on avait tracé notre support. Il faut minimum de chez minimum 2 points de contact, mais le troisième est préférable et confirmera notre droite de tendance. En tout cas, nous, rappelez-vous, ceux qui me suivent depuis plusieurs semaines sur l'Ethereum, on attendait, vous ne compreniez pas, je me rappelle, il y en a à 340 qui me disaient mais pourquoi tu ne l'achètes pas? J'attends un retour sur le support. Et voilà, on est revenu s'appuyer dessus et on est reparti à la hausse. Donc ça sert à quoi les droites de support? C'est pas magique, ça sert à anticiper le marché, à dire l'histoire se répète. J'imagine que si on revient sur le support, eh bien ça rebondira, les cours repartiront à la hausse. Donc un support ça se paye, encore une fois on va voir juste après dans la pratique comment ça se passe, mais ça sert à ça. Et on a à l'inverse les droites de tendance baissière qui sont plutôt un niveau de résistance à partir desquels un mouvement baissier peut se développer. Donc clairement, quand on casse un support oblique, hein, si jamais l'Ethereum venait à casser ce support-là, eh bien c'est pas bon signe, ça remettra en cause la tendance du moment. D'accord? Donc quand vous avez une cassure de support, n'allez pas acheter votre actif. Si vous avez entendu parler, vous avez un copain qui vous a dit oui, j'ai entendu que le Dash ou que le Ripple ou que l'euro-dollar, que Trump, machin, et que vous voyez qu'en moment où il est en train de vous raconter ça, on est en train de casser, alors pas un petit support, hein, mais un support oblique, allez pas m'acheter l'actif. Là on le voit, on a un autre support court terme, d'accord, ici, en rouge, très court terme. Rappelez-vous tout à l'heure ce que je vous ai expliqué avec les différentes unités de temps. Si on venait à casser ce support oblique,
eh bien on a une forte probabilité de retour sur le prochain. Voilà, tout simplement. Donc il ne faut pas payer un actif quand on a cassé un support, donc c'est à surveiller. Alors justement, mon petit Alain, justement sur TradingView, c'est gratuit TradingView, donc tu peux faire des graphiques, tu peux t'entraîner, c'est assez génial. Ça te permet vraiment de t'entraîner. Tu peux aussi avoir des logiciels comme Waldata, tu as des logiciels comme ProRealTime qui proposent des versions de démo. Voilà, tu peux t'entraîner un petit peu partout. Mais voilà, il faut s'entraîner, il ne faut pas hésiter à dire allez, je vais regarder l'analyse de trader le Bitcoin, je vais regarder l'analyse de Romain, ok, j'efface tout et je vais essayer de faire la même chose tout seul. Puis après, vous confrontez votre avis, l'avis de l'analyste ou l'avis de traderbitcoin.com, et puis vous verrez si on a la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours raison, mais c'est vrai que l'analyse technique, c'est aussi un petit peu autoréalisateur. Plus on est nombreux à voir la même chose, plus il y a de chances que ça se réalise. Donc si demain on avait 30 000 abonnés et que quand on achète un Bitcoin, les 30 000 achètent un Bitcoin, forcément, c'est nous qui ferons le marché, on aura plus de poids. Donc vous avez compris, c'est pour ça que les niveaux réagissent bien, c'est pour ça que l'analyse technique fonctionne bien, puisqu'aujourd'hui, la majorité des traders utilisent l'analyse technique, en tout cas je parle des traders sur les cryptos, donc forcément, quand on va arriver sur un niveau que tout le monde a identifié, eh bien il y aura la réaction que tout le monde a identifiée. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime l'analyse technique, parce qu'à partir du moment où on a bien cadré son plan, on a bien analysé son actif, normalement, on a au moins de quoi gagner au moins 50, 60 ou 70% de ses trades. Sur la durée, je parle, bien évidemment. Donc évidemment, ce que je disais, c'est quand on casse un support oblique par le bas, eh bien la tendance haussière, elle est plutôt compromise. À l'inverse, vous voyez ici, on avait une résistance oblique et puis il n'y a pas à tortiller. Je n'ai pas tracé comme à l'arrache. On a bien pris les corps et les 2, 1, 2. Il y a une réaction, on a cassé. Et bien évidemment, on a eu une accélération derrière. Donc c'est intéressant. Les cassures de support ou de résistance oblique majeures, je ne parle pas des petits supports 15 minutes, je parle là des gros niveaux daily. Généralement, ça donne lieu derrière une accélération assez violente. Donc c'est important à repérer. C'est pour ça que ça ne sert à rien de travailler sur 40 000 cryptos en même temps. Il y en a plein qui disent oui, pourquoi vous n'intervenez pas sur les 100 principales? Parce qu'on ne peut pas connaître 100 actifs par cœur, on ne peut pas connaître 100 niveaux. Moi, vous m'éteignez mon ordinateur, vous me demandez les supports et les résistances des 5-6 cryptos principales, je vous les sors toutes par cœur. Par contre, si vous me donnez le Coco Coin ou le machin, si vous me demandez le support, je suis incapable de vous le dire. Donc concentrez-vous sur un petit nombre de cryptos, comme ça vous connaîtrez les niveaux par cœur et vous saurez les niveaux sur lesquels vous voulez intervenir. Par exemple, si on regarde le Ripple, on sait le Ripple que si on casse le canal un jour à la hausse, eh bien on sait qu'il y aura une accélération derrière. Donc j'ai en tête que 0,29, 0,30 c'est mon objectif, mais si demain je regarde mon téléphone et je vois 0,40, je vous jure que je vais me précipiter à l'achat. A l'inverse, sur le Dash, on savait que la cassure des 400, ça allait donner une accélération. Donc, on savait, ok, montre-nous tes résultats, Romain. Moi, j'ai posté, je crois, mes résultats dans le groupe tout à l'heure. Je suis sur à peu près 30% depuis que je travaille les cryptos. C'est-à-dire depuis le mois de fin août. Voilà, donc ça c'est important, les cassures, donc elles donnent des accélérations. Donc quelques astuces, quelques conseils pour bien tracer ces droites de tendance. Moi je prends les corps, certains prennent les mèches. Moi sur les cryptos je considère que les mèches sont des excès. C'est-à-dire que je vais privilégier ça, d'accord, plutôt que ça. Après c'est une question de goût. Si vous prenez les corps, prenez les corps. Si vous prenez les mèches, prenez les mèches. Évitez juste de mélanger les deux. Voilà. On prend soit corps, soit mèche. Si on prend les deux, bon, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais c'est moins évident. Donc moi, je prends les corps parce que je considère, il y a tellement de volatilité sur les cryptos, je considère que c'est des excès. Après, sur le CAC 40, je vais plutôt prendre les mèches parce que c'est plus pépère. Le CAC, il prend 1%, 0,5% dans la journée. Alors que les cryptos, c'est toujours des gros mouvements. Donc les mèches, pour moi, c'est un abus de marché. Donc je vais prendre plutôt les corps. Voilà. Donc 2 points de contact minimum, mais idéalement 3 si vraiment vous voulez trouver un support significatif 3. Donc là, vous voyez par exemple sur le Dash, on a clairement identifié un support. Quelqu'un peut me dire si c'est un support long terme, moyen terme ou court terme? Exactement, Yana, c'est un support moyen terme.
moyen terme, même si effectivement il est là depuis quasiment le début. Si jamais on revient se poser un jour sur le support, dans ma tête, je l'ai, les 309 dollars. Je sais que si un jour je vois 309 dollars sur le Dash, j'hésiterai pas à payer. Évidemment, encore une fois, et ça faudra regarder le chapitre 1, je paierai le Dash si on a un avalement aussi en 1 heure, par exemple. Alors, je ne vais pas le payer comme ça. Et vous allez voir, encore une fois, dans le PDF du jour, je vous explique comment ça se travaille. Et je vous marque, ne forcez pas le tracé. Hein, si vous essayez de tracer un truc comme ça, là, mais du coup, il passe pas bien, mais vous voulez absolument mettre un support, voilà, ne vous forcez pas, c'est le marché qui décide. J'en vois, alors j'aime pas parler des autres et les autres ce qu'ils font, je m'en fous, mais des fois je pense aussi à mes petits abonnés ou mon groupe qui peuvent aussi être abonnés ailleurs, c'est normal. Quand je vois des gens faire des analyses avec des niveaux comme ça, please, please, c'est pas bon ça. Il ne faut surtout jamais casser de bougie. Ça, c'est peut-être la règle la plus importante sur vos tracés. Là, je voyais, par exemple, vous voyez, celui qui connaît les supports et les résistances, il sait qu'on était dans une tendance haussière plutôt globale. On avait un mouvement de correction avec un trend baissier parfait. Si on prend les corps, vous voyez, tac, 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 cassure, derrière, accélération. Donc là, c'est toujours facile à dire après coup, c'est clair. Mais si demain, vous voyez une configuration comme ça, oh, on a cassé une résistance à la première bougie, vous attendez bien la clôture de la bougie, hein, vous n'allez pas attendre 14 bougies, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas non plus vous positionner dès qu'on la casse. Si vous êtes sur une analyse journalière, bah, vous attendez la fin de la bougie journalière. Si vous êtes sur une analyse 1 heure, vous attendez la fin de votre bougie 1 heure. Moi, je savais, à ce moment-là, je ne l'ai pas fait parce que je ne l'ai pas vu, tout bêtement. J'étais encore trop concentré sur le Bitcoin et je ne regardais pas trop le Dash. Mais à ce moment-là, c'était un super point d'entrée à l'achat. On était sur une tendance majeure qui était plutôt haussière, dans un mouvement correctif, hein, puisqu'on était plutôt baissier. On a cassé à la hausse notre résistance, bah, derrière on a eu notre fameuse accélération. Donc ça c'est plutôt intéressant à retenir. Donc là vous voyez, il faut que ça rentre dans votre tête, c'est normal, vous regarderez encore en replay, vous appliquez, vous appliquez, vous appliquez. Moi il m'a fallu entre 3 et 4 ans pour commencer à maîtriser ça, donc c'est pas avec évidemment une formation d'1 heure à distance que vous allez devenir les prochains Warren Buffett, mais il faut bien démarrer par quelque chose. C'est en pratiquant, comme le dit ma grand-mère, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. On le sait. Et bien voilà, les supports, les résistances obliques, c'est également très 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 important. Donc si vous avez retenu, si jamais on voit qu'on casse la zone de résistance horizontale sur l'Ethereum, qu'est-ce qu'on fait? Alors si on n'est pas en position et qu'on casse la zone, si on voit une bougie qui clôture au-dessus, voilà, on achète. On achète alors. On va y venir au pullback, Louis, on va y venir. Ne t'inquiète pas. Voilà, vous avez tout compris, c'est bien, vous voyez, ça commence à rentrer tranquille. Donc les astuces qu'il faut vraiment garder pour tracer, soit les mèches, soit les corps. Moi, je vous donne mon sentiment. Moi, je préfère les corps. 2 points de contact minimum, 3 idéalement. Et on ne force pas. C'est le marché qui décide. Et on ne va pas lui imposer son point de vue, évidemment. J'avais dupliqué ce truc-là, ok. Donc je disais que les cours cassent une traîne haussier, la poursuite de la hausse est compromise. Effectivement, ça, on l'a vu ensemble. Vous voyez, je vais un petit peu plus vite que le PDF. Voilà. Alors, les cas de marché de range. Donc là, c'est avec des supports et des résistances horizontales. Donc, j'ai pas réussi à vous trouver un range sur les cryptos. Évidemment, j'aimerais bien vous trouver une phase de range sur un autre actif. En tout cas, on peut avoir des phases de range. Je crois que je vous en avais trouvé un sur le Dash, je crois, à très court terme.
Là, on est dans un range. Bon, il est tout petit, alors c'est pas marrant. Il est tout petit, donc c'est pas marrant. Mais des fois, vous avez des grandes phases de range comme ça. J'ai mis un schéma parce que j'avais pas réussi à trouver un exemple sur les cryptos, c'est tellement tendance et volatile. Des fois, vous avez bien identifié. Alors, il y a bien 3 points de contact en haut, 3 points de contact en bas. Il y a des day traders ou des scalpers qui vont se placer vendeurs sur la résistance. Donc, ils vont s'amuser à shorter la résistance, qui vont s'amuser à acheter le bas du range. Ça peut être une stratégie de scalping assez intéressante. Maintenant, n'allez pas scalper les cryptos parce que vous allez prendre cher au niveau des frais. Et puis ça va tellement vite que c'est pas, franchement, c'est pas nécessaire. Par contre, ceux qui font du scalping sur le DAX, qui font du scalping sur le CAC, sur le Forex, c'est intéressant quand vous repérez des phases de range, effectivement, d'acheter le support, de vendre la résistance. Moi, quand je vois un range, qu'est-ce que je fais? J'attends, je patiente, j'attends la cassure du range. Parce que je sais qu'une cassure de range, ça donne souvent lieu à une accélération. On l'a vu ici sur le Bitcoin Cash. Cassure de range, accélération. Donc voilà, moi quand je repère un range, même en 30 minutes, même en 1 heure, j'attends sa cassure pour éventuellement me positionner. Alors ensuite vous avez, donc justement on l'a vu sur le Ripple, vous avez les canaux. Un canal, hein, c'est simplement un train dossier et sa parallèle qui est résistance, tout simplement. Dans le cadre d'un canal haussier, ce qui est le plus important c'est le support. Dans le cadre d'un canal baissier, ce qui est le plus important c'est la résistance. Mais c'est bien de définir un canal parce que ça vous permet effectivement non seulement d'avoir la tendance, mais aussi de vous définir votre niveau d'objectif pour avoir votre ratio gain sur perte. Qu'est-ce que cela veut dire? On va retourner sur le Ripple. On va enlever, voilà. On a le Ripple qui est ici. Donc on a bien identifié notre niveau support. Vous voyez, quand on prend les corps, on a 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Ok. Pour tracer un canal, c'est clair. On fait la parallèle. Donc il y a des outils qui vous le font tout seul. Moi, je fais un copier-coller. Je regarde si ça va. Ah, boum, boum. Donc là, ça va pile poil. Allez pas me tracer un canal comme ça. S'il n'y a pas de canal, il n'y a pas de canal. J'exagère exprès, mais ça, c'est pas un canal, par exemple. Ou si je retourne sur l'Ethereum, par exemple, pour voir si j'ai un canal long terme, si je duplique, et donc là, on voit que il y a 2 points de contact, mais ici, c'est assez éloigné. Donc, je ne vais pas tricher pour essayer que le canal il soit canal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit c'est parallèle et ça marche, soit ça marche pas. Il n'y a pas 36 solutions. Mais donc, du coup, sur le Ripple, ce qui était intéressant, c'est que ce canal, on l'avait super bien identifié. Et en payant la zone basse, avec un stop sous le précédent plus bas, donc notre stop, on ne l'avait pas collé là, on l'avait mis à 0,1640 si je ne dis pas de bêtises, pour laisser respirer, parce qu'on savait que les cryptos allaient être très volatiles, on avait justement cette notion de ratio gain sur risque. C'est-à-dire qu'en traçant un canal, on a un objectif, très clairement. On sait ce qu'on va viser. Là, sur le Bitcoin, si on achète ce soir, on ne sait pas ce qu'on va viser. On peut même exagérer, je pense même qu'on a même un petit canal moyen terme sur le Bitcoin, si je ne dis pas de bêtises. On va regarder si ça colle. À peu près. Voilà, on a à peu près un canal, en tout cas, ça c'est bien. Mais quand on a un canal, on sait l'objectif. Vous voyez, si imaginez, hein, je ne le ferai pas et je vous conseille surtout de ne pas le faire, mais c'est pour expliquer. Si jamais je shortais le Bitcoin parce qu'on est sur un haut de canal justement et qu'on a demain un avalement baissier ou un machin comme ça, je sais que mon objectif c'est le bas. Voilà, il n'y a pas de 36 solutions. Donc avoir un objectif, ça permet de dire ratio gain sur perte. Alors qu'est-ce que c'est que ça, ratio gain sur perte? Je vais réexpliquer pour tout le monde. Ah ouais, c'était mon plan d'achat. Regardez mon plan d'achat de la dernière fois. Achat 395. Ça, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait vu au live de mardi dernier. Et ouais. Bref. Ratio gain-perte. Combien? Alors, ça veut dire que ça vaut le coup. Voilà. Clairement. J'achète, on va dire, Coco Coin. Allez.
à 10 $. Parce qu'on est sur un bas de canal. Imaginez le Coco Coin sur un bas de canal à 10 $. Je cible mon objectif, le haut de canal, 20 $. Admettons, on est sur le Coco Coin, le haut de canal, il est à 20 $. Le gain égale 10 $. J'ai mon stop qui est placé correctement, qui n'est pas mis exprès pour avoir un bon ratio. J'ai mon stop qui est placé sous le précédent plus bas du Coco Coin. Le précédent plus bas du Coco Coin, on va dire qu'il est à 8 $. Donc je mets le stop un peu en dessous. Stop sous précédent plus bas, 8,50 $, 7,50 $. Parce que le plus bas est à 8 $. Admettons. Donc perte égale 2,50 $. Puisque si je rentre à 10 et que j'accepte de couper mon trade en perte à 7,50, bah, j'accepte de perdre 2,50. Par contre, j'ai une cible qui est à 20, donc j'ai une cible de gain de 10 $. Mon ratio gain sur perte, il est de 10 divisé par 2,50. Il est donc de 4. Donc ça veut dire que je peux gagner 4 fois plus que ce que j'accepte de perdre. Donc là, on va appliquer ce même schéma au Ripple qu'on a payé à 0,1850. Toutes les preuves sont dans le groupe Telegram. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les preuves. Donc, achat 0,1850, TP 0,2890, stop loss 0,1640 c'était, si je ne m'abuse. Donc on a une perte de 0,021, gain, on a 0,1040. Donc si je prends ma petite calculette parce que je suis nul en calcul mental, bon, c'est pas vrai mais j'ai juste pas envie. On avait un ratio 4,95. Donc ça vaut le coup. En ayant un ratio de 4,95, en acceptant de travailler ce genre de trade, on s'en fout de perdre une fois sur deux. Puisque une fois on perdra sur 10 trades, pardon. Imaginez que vous gagnez 50% de vos trades. Avec un ratio moyen de même pas, on va même pas faire les gourmands de 4,95, on va faire un ratio moyen de 2. Vous trouvez des plans de trading avec un gain potentiel crédible. Allez pas me chercher un objectif à 1 € pour avoir un bon ratio. Non, là on a un canal qui est identifié, on sait que c'est notre cible. Ça, on pourra peut-être aller au-dessus, mais on sait que notre cible crédible c'est ça. Et le stop, c'est pareil, on ne le place pas différemment pour avoir un bon ratio. On le poste sous le précédent plus bas. Donc, imaginez 50% des trades avec un ratio moyen de 2. Imaginez maintenant 50 trades. Vous faites 50 trades dans l'année. Donc, vous avez 25 gagnants. Désolé pour les fautes. 25 perdants. Imaginez, vous avez un ratio de 2. On va prendre un capital de 10 000 $. Avec un risque moyen de 1% par trade. Donc, 100 $ de perte par trade. Donc, on perd 25 fois 100 $. 2500 $ de perte au total. Mais vu qu'on a un ratio de 2 à chaque fois et qu'on sait tenir nos plans jusqu'au bout, bah quand on gagne 200 $. Pas compliqué. À la fin de l'année, sur nos 50 trades, on a donc un différentiel de 2500 $. Si je dis pas de bêtises. 2500 $ de différence donc de gain sur 10 000 $. Je schématise, ça fait 25% de performance. Donc si vous vous positionnez sur des ratios minimum de 2 et que vous ne gagnez qu'un trade sur 2, vous serez profitable. Vous ne pouvez pas perdre d'argent. C'est pas possible. Pour perdre de l'argent avec des ratios de 2, ça veut dire que vous ne tenez pas vos trades jusqu'au bout. Ça veut dire que vous n'acceptez pas vos stops, vous n'acceptez pas de donner au marché votre perte. Donc ça veut dire que vous avez mis beaucoup trop et que du coup vous avez mis plus que ce que je vous ai recommandé et que vous n'avez pas envie de lâcher tout ça au marché. Ça veut dire que vous êtes rentré sur des points d'entrée à l'arrache. Par contre, si vous rentrez intelligemment sur des ratios de 2, que vous tenez vos trades,
que vous coupez quand ça ne marche pas au stop que vous avez décidé, je vous jure que même si vous gagnez qu'un trade sur deux, vous serez profitable à la fin de l'année. J'ai de la chance, je gagne 70% de mes trades. Donc je vous laisse imaginer. Alors c'est pas énorme, on n'est pas là pour vendre du vent. On n'est pas là pour vendre du vent. J'ai perdu un trade sur le Bitcoin, j'ai pas tout gagné. Effectivement, je perdrai, je suis sûr que j'aurai une mauvaise série. Là, sur mon service sur le CAC et le Forex, je sais très bien, j'ai une mauvaise série. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Je sais que la roue tourne et je sais que depuis 7 ans, j'ai 65-70% de trades gagnants. Je perds, je perds. La fois d'après, je gagnerai. Ça m'est arrivé de gagner 15 trades de suite. Ça m'est arrivé d'en perdre 10 de suite. Mais à la fin de l'année, je travaille sur des plans avec un ratio. Moi, je me positionne pour tout vous dire à 1,5 minimum. Parce que en day trading, sur le forex ou les indices, avoir des ratios au-dessus de 2, c'est très très difficile. Mais là, sur les cryptos, avoir des ratios de 2,5, des ratios de 3, des ratios de 4, il y en a tous les jours. Alors oui, c'est sûr, on n'a pas des trades tous les jours par contre, on n'a pas des opportunités tous les jours. Mais est-ce qu'il y a besoin de faire 40 000 trades pour gagner de l'argent? Non. Du swing trading, comme nous, garder ses positions quelques jours, quelques semaines, tranquille, sans stress, avec des petites tailles, ça suffit. Est-ce que vous pouvez témoigner, ceux qui sont abonnés dans le chat, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez gagné de l'argent ou si vous avez perdu de l'argent depuis que vous êtes abonné? Merci. Vous voyez, c'est pas moi qui en rajoute. Alors, vous voyez, Kevin, il a gagné 2 fois, il a perdu 1 fois. Quelqu'un qui n'est pas encadré, quand il gagne, il coupe vite. Il gagne 10 euros, il n'a pas envie de les redonner au marché, il coupe. Par contre, il accepte des grosses pertes. Ça, c'est fou quand même. C'est quand même ouf, ça. Comment on peut se dire, je veux bien perdre 100, mais par contre, quand je gagne 2, je les prends parce que j'ai peur de les redonner? Rassurez-vous, c'est humain. Je l'ai déjà dit, je leur dirai 1000 fois. Les premiers comptes de trading que j'ai eu, je les ai cramés. Donc je sais ce que c'est. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais si vous m'écoutez, si vous appliquez ce qu'on vous apprend, si vous rentrez avec des ratios de 2, il suffit d'être discipliné. C'est pas difficile, hein. Il suffit de se dire, j'y vais ou j'y vais pas. Ah, j'y vais pas, j'ai pas mon ratio de 2 comme il me l'a dit. Ou alors j'ai un ratio de 1, mais allez, j'y vais, je le sens bien. Non! On fait pas ça. On trace ses niveaux, on trace ses supports, on trace ses résistances, on trace ses trendlines. C'est une logique après. Il suffit d'être discipliné. Excusez-moi, je me suis un peu enflammé. C'est comme ça que. Moi, j'ai fait du théâtre, hein, je vous l'avoue. Non, mais c'est juste que j'ai vraiment envie de transmettre ça et j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre les gens me dire qu'ils ont perdu. J'en ai marre d'entendre les gens se plaindre alors qu'ils sont incapables d'appliquer une méthode. Ça dépend de vous. Je vous jure que ça dépend de vous. C'est comme tout, c'est comme le sport. Je suis inscrit à une salle de sport en face. Je vous dirai même pas combien je paye tous les mois parce que ça vous rendrait malade. J'y vais pas. Et je me plains d'avoir un petit peu de bidon. C'est pas normal. Il faut que je me discipline. Il faut que j'arrête la bière. Il faut que j'arrête l'apéro. Il faut que j'aille au sport. Et là, je pourrais me permettre de faire des commentaires. Mais le trading, c'est pareil. Si vous êtes discipliné, ça marchera. Si vous y allez en dilettante, si vous prenez des trades parce que vous ouvrez votre plateforme, si vous vous dites j'y vais comme ça parce que je le sens bien, aujourd'hui il fait beau, arrête les tapas. Voilà. Désolé, mais c'est comme ça. Alors le but de notre service, alors déjà il y a une partie d'entre vous qu'on forme gratuitement. Il y a une partie d'entre vous qui sont dans le trade Bitcoin. Le but c'est de vous dire ce qu'on fait, de vous copier notre aide, mais c'est surtout que vous restiez autonome et que vous sachiez tout seul détecter des opportunités. La spécialité culinaire de Rouen,
la crème, je sais pas. J'y vais ce week-end à Rouen d'ailleurs. Voilà, donc on va reprendre notre PDF. Parce qu'il faut quand même reprendre notre droit chemin. C'était le moment émotion de ce soir. Donc pour les canaux, vous verrez que l'intérêt, c'est effectivement de savoir encadrer les cours et surtout de se définir un objectif potentiel et un objectif de retournement possible. Parce que on sait que ce canal, l'andouillette, s'il passe pas, eh bien on aura une phase de baisse. Et tant mieux parce qu'il reviendra sur notre zone de support et puis on le rachètera. Et puis on coupera sur le haut du canal, on attendra qu'il rebaisse. Et on le rachètera. Et vice versa, etc. Alors, moi je suis pas un fou furieux, je travaille pas tous les mouvements. Quand c'est un canal haussier, vous privilégiez que les achats, que les achats, que les achats, que les achats. Si à l'inverse c'est un canal baissier, vous privilégiez que les ventes, que les ventes, que les ventes. Vous voyez? On va pas essayer de tout attraper parce qu'à un moment donné, le canal il va péter, soit par le haut, soit par le bas. Et vu que c'est un canal haussier, il y a normalement plus de probabilité que ça pète par le haut. Si vous amusez à shorter le haut des canaux haussiers, vous allez vous faire déglinguer. Donc, si c'est un canal baissier, shortez le haut. Si c'est un canal haussier, achetez le bas. Voilà, c'est déjà très très bien. Donc voilà pour les canaux. Donc c'est ce que je disais, voilà, dans le cas du canal haussier, le support a le plus d'importance, blablabla, et blablabla. Ah, là on arrive au concret, là on arrive aux choses qui me plaisent. Donc clairement l'application de tout ce que je vous ai raconté. Donc les zones de support et de résistance, bah, ça on a déjà vu hein, sur l'Ethereum. Qu'est-ce qu'on fait si on pète une zone de résistance? Attention. Si on pète une zone de résistance, évidemment, on achète. Ça, c'est pas compliqué, c'est un gros signal acheteur. A l'inverse, si on vient se reposer sur une zone support sans la casser, bien sûr, là je ne parle pas des cassures de zone, je parle des retours sur zone. Qu'est-ce qu'on fait si on revient sur 280 $ sur l'Ethereum? Alors on paye. Bordel. On paye. Un support, ça se paye. Là, je parle pas de cassure, hein, je parle si on vient se reposer sur le support. Regardez, je vous ai mis un petit schéma. On a une zone de support ici. On est venu plusieurs fois dessus. Hop. Eh bien, on paye. A l'inverse, une zone de résistance qui ne casse pas, qui tient, on short. Même si les cryptos, je vous déconseille de les shorter. Hein, je vous conseille vraiment de le faire qu'à l'achat. Où est-ce qu'on met son stop si jamais on paye le support ici? Est-ce que le stop, je vais le mettre là, collé au support? Est-ce que je vais le mettre... Alors, shorter, ça veut dire jouer la baisse. C'est-à-dire qu'en bourse, aujourd'hui, tu peux très bien shorter les cryptos. Tu peux très bien dire, je pense que ça va baisser, je vais d'abord vendre pour me racheter plus bas et gagner la différence. Si on revient sur le support ici, les 283, je le mets où le stop? Est-ce que je le mets sous le plus bas ici? 190. Est-ce que je le colle dans la zone? Non, j'ai deux petites mèches ici, on les a repérées, les coquines, ici. Eh bien, je mets un stop un peu en dessous. Voilà. Parce que si on casse mon support, c'est que mon plan, il ne marchera pas. C'est que je me suis planté, c'est que c'est plus un support. C'est que ça sera peut-être une zone de polarité, ça sera cassé, ça sera une résistance, etc. Mais là, ça se tente. Donc si on a un retour sur le support, et on attend et on voit ça, vous pouvez voir ça sur le cours de la semaine dernière, on attend une bougie significative, rappelez-vous, à ce moment-là on bascule en 1 heure, et on va attendre un avalement haussier, ou une étoile du matin, ou une épaule tête-épaule, on verra ça plus tard. Short, ça veut dire que tu n'es pas en position, tu n'es plus à l'achat, tu es liquide, et que tu joues la baisse, tu shortes le marché, tu dis je vends tout de suite, et je me rachète plus bas. Je vends comme l'épicier du coin. L'épicier du coin, il te short ses melons. C'est-à-dire qu'il te vend ses melons 2 € pièce et il les achète à son fournisseur
à la fin du mois, il les paye 50 centimes. Bah, il t'a shorté la gueule, mon pote. Il t'a shorté un melon à 2 euros et il l'a payé que 50 centimes à son fournisseur. Il a gagné 1,50 €. Voilà, le short, c'est exactement la même chose. Euh, Là, si je pense que l'Ethereum il va baisser, je le short à 370 et je coupe mon short à 280. J'ai donc gagné la différence. J'espère que l'explication pour les shorts était relativement compréhensible. Mais donc, sur les zones de support, on combine ce qu'on a appris en formation. On ne va pas payer juste le support comme ça. On va attendre une bougie significative, encore une fois, un avalement. C'est dans le groupe. C'est dans le groupe. Je vous l'ai envoyé pour ceux qui ne le sont pas. Hein, on va vous montrer qu'on fait les choses bien. Formation, chapitre 1. Il y a la vidéo qui est là. Il y a le PDF qui est ici. Voilà. Vous voyez, je vous ai expliqué toutes les bougies, les doji, les bougies de retournement. Imaginez que l'Ethereum, il revient sur notre zone de support et qu'en plus, j'ai un petit marteau, une belle petite bougie de retournement haussière. Un régal. Oui, Martial, tu peux shorter chez Toro. Alors attention, shorter les cryptos chez Toro, ça devient du CFD. C'est-à-dire que ça entraîne des frais de garde, des tout ça. Et puis je t'avoue que shorter les cryptos, je te le déconseille. Laisse baisser, rachète plus bas. Pour l'instant. Mais voilà, si on a une bougie sur une zone support, imaginez, super, on a vraiment les deux méthodes qui se combinent. Je suis sur un support, on revient dessus. En plus, j'ai. Alors, je vous ai mis les figures qui fonctionnent le plus. Hein, elles sont là, dans les chandeliers, je les connais par cœur, mais je vais vous les montrer. Voilà, si on a un marteau inversé ou une étoile filante, qui est une bougie de retournement, ou si on a un avalement haussier, ou si on a une étoile du matin, magique. C'est magique. Et ça ne marchera pas à 100%. Il y a des fois où ça ne marchera pas. Parce qu'en même temps, il y a une news qui sera tombée, qui dira qu'Ethereum. Mais je vous assure que si vous travaillez avec Logix, ça marche. Ah, bah il est où mon petit PDF? Il veut pas le coquin. Hop, formation. Désolé. Voilà, donc on continue. Donc comment ça se travaille les zones hein, qu'on a appris, les zones support ou de résistance, ben, on attend un retour dessus, on paye. Dans le cadre des cassures, évidemment, si on casse, on attend ce qu'on appelle un pullback. Qu'est-ce que c'est un pullback? On casse un niveau, on attend un retour dessus. Sachez que dans 80% des cas, il y a un pullback. Donc on va retourner en journalier. Ouais, il est un peu exagéré, mais il schématise très bien. Il y avait une ancienne résistance ici. Voilà. On l'a cassé. Alors il y en a plein qui ont acheté à la fin à 490. Je leur tire mon chapeau s'ils ont tenu leur trade. Nous on avait posé un plan à 400 $. On est venu faire quoi? Un pullback sur la zone pour repartir à la hausse. Donc quand on joue les cassures, quand on travaille les cassures de niveau, on attend toujours un pullback pour rentrer. Si c'est un support qui est cassé, on attend un pullback. Si c'est à l'inverse une résistance, on attend un pullback, etc. etc. Donc sur les supports, donc j'ai dit comment ça se passe quand vous avez identifié un support. Bah, il vous suffit, désolé, j'ai la bouche un peu pâteuse, il vous suffit d'attendre un retour dessus. Donc si un jour, admettons, on revient sur le support, bah, on sait que c'est un point d'entrée intéressant. D'accord? Donc c'est pour ça que vos graphiques, vous devez les connaître par cœur et vous devez enregistrer. Alors ça a de la chance, par exemple avec TradingView ou avec Toro, ça reste enregistré. Donc voilà, si demain, dans plusieurs mois, on a une correction du dash et qu'on a un retour sur le support, qu'est-ce que je fais? Bah, j'attends une configuration en 1 heure, un avalement, donc une petite bougie et une bougie derrière qui avale la deuxième. Vous avez compris ce que c'était un avalement. Voilà. C'est très très théorique, hein, mais c'est pour vous expliquer. Voilà. Si vous avez ce genre de configuration, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là si on a ça sur le dash? Voilà. On achète. Allez, on paye.
Voilà, c'est ça. Bravo. Donc on a repris notre exemple hein, d'Ethereum avec un stop en dessous du précédent, plus bas, évidemment. Si je paye ici, eh bien, je chercherai le précédent plus bas et je mets un stop en dessous. Plus bas daily. Hein. À l'inverse, les cassures maintenant de support oblique, les cassures de résistance oblique, par exemple, comme on l'a eu sur l'Ethereum. Ça se paye. Donc je l'ai mis dans le schéma. Oups, désolé. J'ai la tête qui tourne. Voilà. Résistance oblique, là on est exactement dans le cas de l'Ethereum. Regardez. Regardez, on est ici. Résistance oblique. Ça tape une fois, ça tape deux fois, ça casse, pullback, on entre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça tape une fois, ça tape deux fois, on casse, pullback un petit peu exagéré, je l'accorde, mais on rentre et ça marche. Voilà. Les cassures de support oblique, on peut éventuellement les travailler ceux qui veulent shorter les cryptos, même si je vous le déconseille. On a un support, on va aller sur le Bitcoin, ce sera plus propre. Bitcoin, on a un haut de canal, on a un support oblique, voilà, qui a été attaqué déjà. Admettons, ça pète. On attend le support, le pullback, pardon. Clac, clac, on rentre à la vente. On vise le bas de canal et c'est parti, mon kiki. Donc les canaux, comme je l'ai expliqué, je vous l'ai remis dans le PDF parce que forcément vous le relirez peut-être à tête reposée. Hein. On privilégie les trades dans le sens du canal, bien sûr. Les stops, ils sont placés exactement sous les plus bas précédents, aux mêmes emplacements que dans un niveau de trade classique. Le take profit, il se met sur le niveau de la tendance opposée, ce qui a pour avantage de vous donner un ratio gain sur perte. Pour les cassures de canaux, la cassure à la hausse d'un canal baissier, par exemple, ce serait un très gros signal d'achat. La cassure à la baisse d'un signal haussier, c'est un gros signal à la baisse. Pourquoi je vous dis ça? Regardez-moi sur le Bitcoin. On avait à l'intérieur d'un gros canal, on ne connaissait pas encore ça, hein. Donc on va même l'enlever parce qu'on ne connaissait pas, c'est trop facile de parler du futur. Petit canal haussier, petit canal baissier dans une tendance haussière, donc on verra ça la semaine prochaine. Ça, c'est une figure de continuation de tendance, c'est ce qu'on appelle un drapeau. La tendance est haussière puisqu'on marque des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. On n'a pas fait un plus bas que le précédent. On verra aussi la théorie de dos, mais donc on était toujours en tendance haussière, même si on était dans un canal baissier. Cassure du canal à la hausse, signal d'achat. La théorie de dos, n'oubliez pas, tant qu'on ne casse pas le plus bas précédent, ça deviendra dangereux de shorter le Bitcoin. Le plus bas précédent, il est à 5788. Tant qu'on n'a pas cassé le plus bas précédent, on est toujours dans une tendance haussière. C'est exactement ça, mon Alex. C'est une consolidation, une correction technique. Voilà, donc comme on a pu l'avoir ici aussi, moins évidente, plus court terme. Donc vous regardez votre graphe, vous regardez, il est où mon précédent plus bas? Là, quand on était dans ce canal ici, est-ce que j'ai shorté le Bitcoin? Le précédent plus bas, il était à 1890. Pour moi, dans ma tête, tant qu'on ne faisait pas un plus bas que le précédent, on ne shorte pas. Et un retournement de tendance, moi, je commencerai à m'inquiéter sur le Bitcoin, même avant de faire un plus bas que les 5800. Si on venait faire un plus bas, par exemple, un nouveau plus bas, donc on corrige, sans casser le précédent. Mais par contre, qu'on remonte, et qu'on fait un plus haut, plus bas que le précédent. Là, attention, la tendance, elle commence à partir en couille. Oh, pardon, excusez-moi. Elle commence peut-être à être remise en cause, puisqu'on ne fait pas encore de plus bas que le précédent, mais on fait un plus haut, plus bas que le précédent. Donc on ne fait plus de plus haut de plus en plus haut, donc la tendance s'affaiblit. Donc ça, il faut regarder aussi. Je veux payer le Bitcoin, c'est OK. Est-ce qu'on a fait un plus haut que le précédent? Oui. Est-ce qu'on a fait un plus haut que le précédent? On peut le considérer ici ou ici. Oui, on est en tendance haussière. Pourquoi vous allez me shorter le Bitcoin, s'il vous plaît? Pourquoi? Bref, on verra ça la semaine prochaine. Les figures de continuation, les figures de retournement, les biseaux, les canaux, les épaules tête-épaule et tutti quanti.
Donc voilà, c'est fini pour les supports et les résistances. Moi, j'ai mis une photo de moi, voilà, parce que je me kiffe. Je vous l'enverrai évidemment, vous l'aurez demain dans le groupe. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, bah, soit vous nous rejoignez, soit je vous l'envoie par mail. Donc je ne sais pas si c'était clair. On essaie de faire les choses simplement. C'est pas magique, l'analyse technique. C'est juste fabuleux. Ça marche bien. Maintenant, encore une fois, je pense que pour apprendre à gagner, il faut apprendre à perdre. Alors je lis les questions. Si vous avez des questions, profitez-en, hein. Alors pour répondre à Maslow, c'est très très simple. Take profit, c'est quand tu coupes ta position acheteuse. Donc tu vends ta position acheteuse. C'est-à-dire que tu étais acheteur, tu vends. Tu as acheté à 5000, tu vends à 8000, tu as gagné la différence. Ça paraît logique. Shorter, c'est quand tu n'es pas en position et que tu joues la baisse. C'est-à-dire que tu penses que le Bitcoin va baisser, tu n'es pas acheteur du tout, tu n'as rien en portefeuille, tu joues la baisse. Donc tu short par exemple à 8254, s'il descend qu'il va à 6005, tu coupes ton short, tu as gagné donc la baisse. Voilà. Merci pour tous vos compliments, ça me va vraiment droit au cœur. Oui, Martial, effectivement, tu l'as très bien vu. Martial qui est énorme parce que je vois ses posts sur Facebook. Je crois que c'est un carton plein pour lui sur le Bitcoin. Il n'y a que nous qui l'avons fait perdre, le pauvre, malheureusement. En tout cas, on a un beau support oblique ici, moyen terme. On a un beau long terme, pardon. On a un beau support oblique moyen terme ici qu'on va mettre sur une autre couleur. Voilà, moi je vous donne mon secret. J'utilise deux moyennes mobiles. La 20, la 50. Ah bah je les avais déjà mises. Je suis bête. La 20 et la 50. On va mettre un petit peu plus gros. Voilà. Regardez la 50. Regardez la moyenne mobile 50 comme elle est pile poil ici. Support dynamique. Donc ça m'aide, la moyenne mobile, ça m'aide à me dire, voilà, la moyenne mobile 20, pour moi, c'est un peu ma tendance court terme. La moyenne mobile 50, c'est un peu la tendance moyen terme. Là, les deux, elles sont haussières. Donc effectivement, on est sur le haut du canal. Le haut de canal court terme. Moyen terme, pardon. Je suis désolé, je m'embrouille un peu parce que je lis vos questions en même temps. On n'y est pas encore tout à fait, tu vois. C'est pas vraiment un canal. Si je respecte ce que je veux dire et que je prends les corps, je triche un peu, quoi. Donc, j'ai pas trop envie de shorter le Bitcoin là, vraiment. Alors, ça veut pas dire qu'il baissera pas. Peut-être que demain, il va se prendre une caisse de 2000 et du coup, je regretterais d'avoir dit ça. Mais là, c'est haussier. Les moyennes mobiles sont haussières. On fait des plus hauts de plus en plus haut. On fait des plus bas de plus en plus bas. On est au-dessus des supports. Donc, j'exclus pas une consolidation. Mais moi, je préfère attendre un repli. Je préfère attendre un retour. Peut-être qu'on reviendra simplement faire un pullback sur ici la zone du précédent plus haut cassé. C'est possible, c'est probable. Et à ce moment-là, je tenterai peut-être un petit achat. Encore une fois, si j'ai un avalement haussier ou quelque chose comme ça. Mais mon point d'entrée idéal, c'est la moyenne mobile 50, 6400, 6500 $. On verra. Vous voyez, on va imaginer le futur, une petite consolidation, un retour ici. Et là, c'est un super point d'entrée. Alors, ce que je fais pour gérer pour Caladiel, c'est que moi, je sors 50% sur les niveaux clés et je laisse courir mon trade et je mets mon stop au point d'entrée, ce qui me permet voilà, de ne plus avoir de stress, de laisser courir tranquillement. Et s'il y a un repli, bah, je repaye et je repaye. Hein, faut pas oublier qu'on a des cryptos. Moi, j'ai des bitcoins avec Marc depuis 100 $, hein, pour information. Merci Kevin pour le cours de Total. Voilà, donc le Bitcoin, il nous fait un doji pair tombale. Donc c'est vrai que ça, c'est une figure, pour ceux qui ont suivi la leçon de la semaine dernière, c'est une figure un petit peu d'indécision. Maintenant, je resterai très prudent. Voilà, vous voyez ici, ici, on a une petite correction, mais derrière, bam, bam, ça s'est très vite remonté. Donc, j'exclus pas une consolidation, ce qui paraîtrait un petit peu logique au vu de la folle tendance. Maintenant, on a quelques contacts assez haut placés dans les cryptos qui nous ont parlé de 13-14 000 $ assez rapidement d'ici quelques semaines. Une grosse consolidation en début d'année 2018 avec un retour justement sur 5 008, 6 000 $. Et derrière, une grosse élan 2019-2020 sur 25 000. Donc, go to the moon, effectivement. Maintenant, voilà, ça se travaille. Le Bitcoin, je pense qu'il faut attendre les corrections, racheter les replis et le garder.
Un jour, il se cassera peut-être la gueule, je sais pas. Mais nous, on s'en fout. On fait du swing trading et c'est beaucoup plus rentable que acheter le Bitcoin et pas regarder parce que celui qui a acheté le Bitcoin à 1800, qui est à 8000, il a gagné 7000. Mais celui qui a fait du swing, il a pris ce mouvement-là, ce mouvement-là, ce mouvement-là, ce mouvement-là. Et même s'il s'est pris un stop ou deux, il a gagné beaucoup plus. Donc faites du swing. Au moins, vous n'êtes pas toujours en position, vous n'êtes pas toujours à regarder vos écrans. Et c'est le plus important. Bon, Yana, on fera une petite vidéo si tu veux sur TradingView, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à faire des vidéos pour les gens, enfin pour les autres quoi. C'est comme si tu me demandais de te présenter la météo. Ça me ferait plaisir de te montrer un petit peu TradingView comment ça marche. C'est aussi l'intérêt hein, pour tous les abonnés. Vous avez le droit de venir nous voir dans nos locaux. Aujourd'hui, nos locaux sont en Andorre. Demain, on va avoir un bureau à Bruxelles, à Toulouse, à Lisbonne, à Madrid, à Malaga, à Bordeaux, à Paris. Donc voilà, il y aura de quoi venir à Nice. On va aussi ouvrir peut-être l'Italie. Donc du lourd de chez lourd. Hablo español, tengo la suerte de hablar español. Si puedes hablar conmigo es mejor. Cuando tengo los clientes que están en español, puedo hacer una explicación del Bitcoin. Puedo hablar contigo un poco, Maslo, muy bien. Sí, hablo español porque vivo aquí desde 2 años. Y antes tengo una novia que está en español. Alors effectivement, il y a un souci sur le Bitcoin. Ouais, après, c'est clair. Tu ne peux pas prendre un Bitcoin quand tu as un capital de 1000 $. Donc même s'il gagne 3000 $, toi tu gagneras que ce qui est en proportion de ce que tu as mis. Mais le pourcentage, il reste le même. S'il prend 10%, que tu aies mis 1 Bitcoin, 0,1 Bitcoin ou 50 Bitcoin, tu prendras 10%. Tout est relatif à ton capital. Donc ne t'inquiète pas pour ça, Maxime, c'est qu'une impression. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce soir. Oui, ça se comprend. Mais effectivement, sur les autres cryptos, tu peux peut-être faire quelque chose de mieux. Vous voyez, là, on a une correction un petit peu. On a le Ripple qui perd 3%. On s'en fout. On a notre stop au point d'entrée. On a sorti 50% de la position sur le TP1, donc on ne peut plus perdre. On a Litecoin, idem. On a sorti 50%. On a le stop au TP1. Le trade ne peut être que gagnant. Après, on a du Bitcoin Cash qui est un petit peu au-dessus de notre prix d'entrée. Donc, sans stress, sans stress. Ça sert à rien d'être avec le stress. Et au contraire, moi, une consolidation, je me frotte les mains. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu pour ce soir, que vous avez appris des petites choses, que c'était top. Merci Kevin, merci à tous pour vos messages. Merci à tous, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et à nous rejoindre et à poser des questions et dans la communauté. Je vous redonne le site pour ceux qui ne connaissent pas, c'est traderlebitcoin.com. Voilà. Voilà, donc c'est gratuit, profitez-en. Vous avez un coaching tous les mardis, même après la formation. Vous avez des vidéos, comment vérifier son compte chez eToro, comment mettre des fonds, comment passer un ordre. Pour ceux qui avaient du mal à passer un ordre, qui voulaient des explications, vous avez la vidéo complète où je vous explique les choses ici. Voilà, et puis vous pouvez vous inscrire, c'est assez facile. Et surtout, c'est gratuit. Il suffit d'ouvrir un compte chez eToro et de le créditer, bien sûr. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une excellente soirée. Encore une fois, soyez prudents sur les marchés. Vous avez appris plein de choses. Profitez-en pour travailler avec intelligence, avec des plans, mais pas pour acheter comme un gorille. Moi, je vais aller me détendre un petit peu. Il est temps de terminer ma journée. J'ai encore les rapports de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, donc j'en ai encore au moins pour 1 heure. Bref, je vous dis à demain. Merci à tous. C'est enregistré, vous retrouverez le replay à partir de demain. Bonne soirée. Et encore 1000 merci pour vos messages. Hasta luego.